Bienvenue sur le Radiographe. Le podcast qui explore le design et qui part à la rencontre des designers d'aujourd'hui et de demain. Nous sommes Camille Et Marion, cofondatrice de l'atelier de design graphique commun, d'illustration et de typographie Emballage Collectif. Toutes les 2 semaines, nous vous invitons à découvrir les coulisses du travail d'un ou de plusieurs designers au travers d'une conversation qui retrace les origines de leur pratique, scanne leur démarche, décortique leurs projets et passe leurs petites anecdotes à la loupe. Il me semble qu'un bon projet de design, en effet, c'est un projet qui rend la vie ordinaire à la fois plus facile dans l'usage, plus plaisante aussi. Oui, le fait de pouvoir mettre un mot dessus, ça change tout, de découvrir qu'il y a une activité professionnelle, il y a un champ de recherche derrière cette pratique, et que tout ça, en plus, s'appelle le design graphique. Là, on a l'impression effectivement d'avoir découvert une boîte et qu'on ne va jamais pouvoir la refermer, et c'est ça qui est génial. Que ce soit faire une carte de visite ou un livre ou une affiche ou autre, tous les supports sont à considérer et doivent être soignés parce que c'est une question d'utilité publique en fait. J'essaye toujours de faire des choses que je puisse être fier de donner ou content de donner. En fait, même si je ne les donne pas, mais au fond, on les donne toujours quelque part. Pour ce 5e épisode du Radiographe, nous avons rencontré les 2 complices formant le tandem parisien, Violaine et Jérémy, qui nous ont joyeusement accueillis dans leur atelier le 2 mars dernier. Un illustrateur, il a son style, on en parlait tout à l'heure, il a aussi un univers, mais presque en lui demandant une idée avec son style, on reconnaîtrait son trait. Moi, quelque part, peut-être on pourrait reconnaître mon trait, mais s'il n'y a pas l'univers ou une idée un peu marrante derrière, qui me correspond, quelque part, il y a d'autres gens qui savent le faire dans le même esprit que moi, donc j'ai vraiment besoin de mettre dedans cet univers ou cette idée, parce que pour donner de la personnalité, quoi. Voilà. Non mais attends, t'imagines un client qui vient te voir pour te dire fais ce que t'as pas l'habitude de faire. Ouais, ça n'existe pas quoi. Ouais, c'est génial. Et il nous a débloqué un truc en nous disant bah ouais en fait vous ce que vous faites vous vendez pas de la typo quoi, vous vendez le geste. Et en fait il a trop raison, c'est ça quoi. On vend le geste. Tu vois, le geste sur un dessin, le geste sur un graphisme, et le geste sur une typo. Dès les premiers instants, les 2 fondateurs de leur studio éponyme ont su nous mettre à l'aise. À peine arrivés que nous nous déchaussions pour nous installer sur la moelleuse moquette rose, où plus d'1 heure durant, nous avons parlé de publicité, d'illustration, d'art, de second degré de design, de collaboration, de typographie, mais aussi de voyage. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une agréable écoute. Violaine et Jérémy, vous vous êtes rencontrés tous les 2 après des expériences respectives en publicité. Jérémy en tant que directeur artistique pendant 6 mois et Violaine en tant que directrice de production pendant plusieurs années, il me semble. Oui. Et ces 2 expériences, ça vous a un petit peu entériné dans l'idée que vous aviez un désamour de la pub, mais par contre, ce qui est né, c'est une histoire d'amour entre vous 2. D'où est née aussi la volonté de travailler ensemble. C'est ça. Et en 2011, vous avez fondé le studio qui porte vos 2 prénoms, donc Violaine et Jérémy, et qui est devenu au fil du temps une référence dans le paysage graphique français avec, au cœur de votre ADN, des illustrations très pointues, mais aussi des typographies élégantes. Et à la base de votre duo, il y a une complémentarité de vos rôles respectifs. Vous dites volontiers que Jérémy est l'artiste de l'équipe, le pur graphiste et illustrateur, tandis que Violaine est la conceptrice, venant compléter les projets, manager l'équipe, gérer l'entreprise, les collaborateurs, les clients. C'est ça. Nous, on voudrait revenir aux origines tout d'abord, en vous demandant d'où vient votre intérêt pour l'image à la toute base, bien avant que vous vous rencontriez et bien avant vos études respectives. Écoute, c'est fou parce que j'avais jamais réfléchi à cette question avant que quelqu'un ne me la pose. Et on parlait tout à l'heure de ma famille d'Aix, et il s'avère qu'en fait, moi, je suis hyper proche de ma tante qui est comme ma 2e maman, vraiment très proche d'elle.
et que c'est une nana assez extraordinaire adore l'art et chez qui j'ai toujours vu en fait beaucoup d'images, de la peinture au mur, de la photo, de la sculpture. Et je sais qu'en fait, même la mode, en fait, je sais que mes goûts, ils ont commencé à prendre racine là-bas. C'est de là-bas que ça vient. En y réfléchissant, c'est exactement elle qui m'a éduquée à l'image, à l'art, au design, voilà, tout simplement. Et donc tu as décidé au niveau de tes études de les orienter vers ce domaine ou... Pas du tout. De manière très cynique, je sais pas pourquoi j'ai pensé ça quand j'avais 16 ans. Je me suis dit, bon bah la pub, ça a l'air cool. Et puis surtout, la pub, ça enfume un peu tout le monde. Donc moi, j'ai pas envie d'être celle qu'on enfume, je préfère enfumer les autres. Non mais je te jure, je me suis vraiment dit ça. Et maintenant, tu vois que j'ai 30 ans, je me suis dit, mais pourquoi j'ai pensé ça à 16 ans, tu vois? Mais je sais que c'est... Mais ouais, c'était en première. Et je sais que c'était... Il y avait 99 ans ou pas? Mais non, pas du tout. C'était, je sais pas, comme ça. C'est très réaliste. Enfin, c'était parti bah ouais, et donc c'est pour ça que j'ai commencé à me dire que j'allais bosser dans la pub. C'était pas... Je sais pas si c'est une très belle raison, quoi, si c'est hyper noble, mais c'est la pure réalité. Finalement, non. Et écoute, franchement, moi, je vais pas cracher sur la pub parce que j'ai appris trop de trucs déjà. Si tu as une belle force de travail, si tu as envie d'y aller, si tu lésines pas à donner de l'énergie en fait dans le truc, la pub, c'est quand même un milieu où tu peux, prendre du plaisir à travailler, c'est pas le cas de tous les milieux. C'est un milieu assez détendu dans le sens où les relations humaines, elles sont un peu... elles sont pas formelles, quoi. Donc c'est quand même... ça rend ton quotidien agréable. Et puis surtout, c'est des milieux qui te demandent de te dépasser parce qu'en gros, tu te pointes là, c'est ton premier job et on te dit, bah vas-y. Et en fait, moi, j'avais la chance d'être hyper débrouillarde et du coup, ça m'a fait vraiment me dépasser, quoi. Genre ma première année et demie, c'était une agence qui s'appelait La Chose. C'était le début de l'agence en plus, l'ambiance était folle. J'arrivais le matin, il va être 9h30 et pendant la première année, je sais pas, je suis jamais partie de l'agence avant minuit, quoi. Et c'est ça tous les jours, week-end compris. Et je me suis jamais posé la question de est-ce qu'ils m'exploitent, machin. Je m'en foutais, c'était pas mon sujet, quoi. J'étais contente de... Tu sais, quand il y a l'énergie qui est là, que tu sens que t'apprends, parce que tu sors de l'école, t'as tout à apprendre. Et qu'en plus, on te laisse la liberté, en fait, pour apprendre et puis pour te casser la gueule aussi. Je sais pas, je trouve que ça a été une école géniale, quoi, l'agence de pub. Et puis, j'ai rencontré des amis qui sont devenus mes meilleurs amis. Et voilà, en fait, je trouve que ça t'apprend à être très productif, à être sacrément résistant au stress, parce que quand tu as 10 projets sur le dos et que tu as 24 ans, franchement, tu as intérêt à avoir les épaules bien carrées, quoi. Mais tant mieux. Donc, après, je me suis rendu compte, tu vois, au bout de 4 ans, j'ai changé de boulot. En 4 ans, j'ai changé 3 fois de boulot. J'ai jamais gardé un boulot plus d'1 an et demi avant d'avoir le studio, mais parce que c'était cool, parce que les gens avec qui je bossais remontaient des trucs et du coup, ils me rappelaient pour me dire, bah viens, on monte ce truc-là, viens faire le début avec nous. Donc, j'ai eu un début de vie professionnelle qui était hyper riche, qui était tout le temps sur... que des lancements de boîtes, tu vois, La Chose, c'était le tout début. Ensuite, il y a des mecs de La Chose qui sont partis, qui ont monté une boîte qui s'appelle Combini, que vous devez connaître. Donc pareil, ils m'ont appelé, j'ai fait le début avec eux. Ça n'a pas été la meilleure expérience de ma life, ça ne me correspondait pas du tout, mais c'est pas grave. Et ensuite, il y a encore des anciens de La Chose qui ont remonté une autre agence qui s'appelle Les Gros Mots, et qui m'ont dit, bah viens faire le début avec nous. Et je l'ai fait aussi, et du coup...
sais pas, je pense que j'ai eu vachement de chance dans le boulot. À la fois parce que je pense que j'ai rencontré les bonnes personnes et aussi parce qu'ils ont capté que j'étais capable de bosser, donc ils étaient pas cons, quoi. Ils se sont dit, ah bah tiens, elle bosse bien, vas-y, on la met dans notre team. Et du coup, j'étais dans les teams des débuts, moi, tout le temps, c'était bien. Maintenant, une fois que tu as fait un peu le tour, tu vois, de l'adrénaline, en fait, du projet, parce que c'est ça qui est bien dans la pub, c'est l'adrénaline, tu vois, le fait de pouvoir rendre des choses possibles, parce que tu butes tout le temps, t'es tout le temps tellement dans des timings de dingue, qu'en fait, t'es tout le temps à essayer de trouver de la solution, c'est ça qui est chouette. Mais après, c'est sûr que les sujets, en fait, une fois que tu as fait le tour de comment solutionner les trucs et tout, les sujets... bah, c'est relou, quoi. Vendre de l'assurance pour la banque, moi j'en ai rien à battre, quoi. Donc non, mais je veux dire, tu vois ce que... Et même vendre des baskets pour Nike, j'en ai rien à foutre, hein. Et pourtant ça fait rêver tous les publicitaires de bosser pour Nike, mais je sais pas si ça vous fait rêver, mais moi ça me fait pas rêver, quoi. Voilà. Tu vois, je parle beaucoup. Tant mieux, ça la contrebalance. Et moi, pour la question, je viens d'un petit village de l'Est et truc de dynastie débile, mais mon père est graphiste, mais en Provence, et toute ma famille, mes parents font de l'art en fait. Mon père à côté il peint, ma mère elle fait de la sculpture. Du coup, et mon père il dessine depuis que je suis petit, il fait du rough et tout, donc je pense que c'est ça qui m'a ouvert. Ils m'ont inscrit à des cours de peinture et sculpture quand j'étais petit, mais mon prof faisait de l'abstrait, de l'expressionnisme allemand et tout. C'était pas mon kiff, mais ça m'a appris à dessiner et tout. Ensuite, au collège, je crois que j'ai complètement abandonné ça. Et en fait, la passion, elle est revenue en seconde en option art plastique. J'ai eu une super prof. Et c'est elle qui m'a ouvert. En fait, je voulais faire un truc scientifique comme tout le monde à l'époque. Aux années 90, tes parents, ils voulaient que tu réussisses, il fallait faire soit médecin, soit ingénieur. J'en avais rien à foutre. Et en fait, la prof m'a hyper ouvert à ça. Et pour continuer l'option, il fallait aller en littéraire. Et du coup, j'ai complètement changé pendant la seconde. Au début, en français et tout, je lisais à peine les bouquins, je m'en foutais. Et comme il a fallu que je continue à faire littéraire pour continuer art plastique, j'ai changé du tout au tout. J'ai arrêté de bosser les maths, la physique et tout. Je me suis mis à fond dans le français, j'ai lu tous les bouquins. J'ai continué option art, j'ai fait mon bac littéraire. Et en fait, je me suis inscrit en école d'art et c'est ça qui m'a donné la passion du truc. J'ai dessiné à fond, j'ai peint et tout, et c'est ce qui m'a fait dire qu'il fallait que je fasse ça. Et donc après, tu as eu quand même une expérience en tant que dans la directeur artistique dans la pub. Ah oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais à l'EPSA, une école de la mairie de Paris qui est pas mal avec un cursus graphisme et dessin. Et en deuxième année, il fallait faire un stage, et j'ai fait un stage dans une agence de pub qui s'appelait La Chose. Mais c'est improbable parce qu'on ne s'est pas croisés en fait. Il a fait son stage 3 mois après que moi je sois partie de La Chose. Ouais, et j'ai fait un stage de 3-4 mois et ça s'est hyper bien passé. Je travaillais dans la section luxe, du coup je dessinais pour eux et tout. Après ils m'ont repris en free pendant que j'étais à l'école. Et c'était de la pub, mais c'était pas horrible, franchement c'était plutôt une bonne expérience. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait ma 4e année, j'ai eu mon diplôme. Je savais pas trop quoi faire. En fait, j'ai dessiné à fond. J'avais fait une grande fresque pour un bar qui s'appelle le Tape Bar à Bastille. Et j'avais 3 activités en même temps. Je faisais cette grande fresque. J'étais en stage chez De Valence en même temps. Et les gros mots, donc là où les mecs de La Chose qui ont remonté leur boîte, m'ont appelé pour faire une grande illustration pour eux. Et du coup, je me souviens, c'était une période horrible. J'étais en stage chez De Valence la journée. Le soir, je rentrais chez moi, je bossais sur ma fresque. Je bossais au gros mot sur leur illu. Et arrivé à minuit chez moi, je bossais sur ma fresque. J'en pouvais plus. J'ai arrêté De Valence au bout de 3 semaines le stage. Ils l'ont un peu mal pris à l'époque, ce qui est normal. Et en fait, les gros mots, ils m'ont proposé de m'embaucher en tant que DA. J'avais pas du tout réfléchi. Je voulais pas bosser dans la pub. Enfin, je m'en foutais en fait. Et ça m'intéressait pas de bosser en vrai les sujets de la pub. Mais tu t'es toujours laissé un peu porter par les occasions. Ouais, toujours laissé porter. Et je me suis dit que plus tard je ferais sûrement mon studio, mais je sais pas, j'avais même pas j'ai réfléchi à rien en fait. Et du coup, ils m'ont proposé de m'embaucher en tant que DA. J'ai dit ok, ça va me faire de l'expérience, en plus ça va me faire un salaire et tout.
Et voilà, et j'ai tenu même moins de 6 mois en fait. L'ambiance était super, mais les sujets, ça m'intéressait pas. Créativement, c'était super frustrant. Et voilà, mais c'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Vio. On bossait tard le soir sur des sujets merdiques dans l'ancien appartement du boss des Gros Mots, parce qu'à l'époque, ils n'avaient même pas de locaux. Ouais, c'était le tout début de la boîte, on n'avait pas de... Et c'est là qu'on s'est rencontrés. Au début, c'était marrant. Dans l'agence, notre relation était cachée pendant genre 6 mois. Personne ne savait qu'on était ensemble à part le boss. Du coup, on devait cacher le truc. Ah si, il savait. Nico, il savait. Au début, il savait pas pendant 2 mois, quoi. Ah ouais. Mais c'était trop marrant. Enfin voilà. Et au bout de 6 mois, je suis parti. Et avec Vio, on s'est dit qu'on allait monter le studio ensemble. C'était cool. On était complémentaires et voilà. Après, si tu veux, moi, je me suis toujours dit que j'avais la fibre de la direction artistique. Mais bossant dans la publicité, je voyais bien que c'était pas là que j'allais m'exprimer et je connaissais pas du tout le milieu du graphisme, et c'est quand j'ai rencontré Jérémy et que j'ai découvert en fait la puissance de ce que c'était que le graphisme, un peu d'auteur, tu vois, la typographie, c'est là que je me suis dit bah en fait c'est là-dedans que je me sens à l'aise et je sais que je vais avoir l'œil et que ça va marcher et du coup, c'est quand même lui qui m'a, comment dire, à la fois formée, tu vois, et aussi qui m'a laissé la liberté de m'exprimer. Parce que le milieu de la publicité, tu sais, les directeurs artistiques, les directeurs de création, c'est quand même un peu des gens qui sont chasse-gardés, tu vois, sur leur métier. Et qui sont souvent un peu des gens qui ont de l'ego, qui ont pas mal d'ego et qui sont pas trop là pour laisser les gens essayer, tu vois. Et du coup, de toute façon, la conception publicitaire, j'ai jamais été intéressée par ça. C'est quand j'ai rencontré Jérém et que j'ai découvert que c'était ce que c'était que le graphisme, que je me suis dit que ça allait être le milieu dans lequel j'allais m'épanouir. Mais tu vois, ça arrivait longtemps après l'école, quoi. Suite à la naissance de Violaine et Jérémy, comment s'est décidée l'orientation de votre travail? Est-ce que vous travaillez pour des milieux un peu culturels, dans des revues? Ça s'est fait naturellement ou c'est quelque chose que vous avez choisi? Pas que, franchement, on bosse. Je trouve que justement, le studio, il bosse pour plein de trucs différents et qu'on bosse aussi bien pour du privé que pour du public, que pour du culturel ou de la mode. Ouais, en fait, on choisit pas, ce que tu dis souvent, on choisit pas nos clients, on choisit les projets. Ouais. Et du coup, on peut vraiment travailler avec... Vraiment, ça va on travaille... Avec le Théâtre des Bouffes du Nord, on travaille avec Dior et à côté, on travaille avec le Puy du Fou. Enfin, c'est des trucs complètement improbables, tu vois. Mais c'est juste qu'on essaye d'amener les projets. Il n'y a pas de bons clients, tu vois. Il n'y a que des bons projets. Ouais. Et c'est à toi de faire en sorte que le projet, en fait, il devienne bien. Parce que potentiellement, tous les projets peuvent être nuls, quoi. Et j'aime pas le cloisonnement. Il y a plein de boîtes qui font, par exemple, tu vois, que de l'édition pour des rapports annuels. Il y a des studios de graphisme qui sortent d'école et qui font que du culturel. Et en fait, je sais pas, moi j'ai envie de tout faire en fait. En plus, on a plein de plateformes différentes parce que je dessine, on a l'illustration. Maintenant, on va monter notre fonderie, donc on est aussi dans la typo. Et du coup, on n'appartient à aucun milieu, on est un peu entre les deux. Du coup, on côtoie vachement le milieu des illustrateurs parce que moi je suis illustrateur et on en fait bosser plein. En graphisme, je crois qu'on n'est pas dans... On n'est pas dans les cancans du graphisme. Ouais, on n'est pas dans le Gotha du graphisme, on sort pas entre graphistes. Enfin, on n'a pas trop ce truc-là. On est un peu entre les plateformes et tant mieux. Moi, je trouve ça cool. Et je rebondis sur la fonderie, elle portera aussi votre nom ou ça va être une fonderie avec une autre identité? Non, c'est nos initiales, ça va s'appeler Veggie Type. Ouais. Non, mais tu vois, on est nuls avec les mots. En fait,
En fait, Non, mais je ça trouve... fonctionne. Non, mais c'est hyper dur de trouver un nom. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais c'est hyper dur. Du coup, on a pensé à plein de noms, même pour le studio. Et on s'est dit, ouais, mais c'est chelou, quoi. Le mot est bien, mais je sais pas, ça nous ressemble pas, quoi. Donc, on s'est dit, bon, bah, vas-y, on fait Violaine et Jérémy. C'est nous, et puis c'est la réalité, parce qu'en fait, il n'y a rien d'autre que Jérémy et moi, tu vois. Le boulot, il est... Enfin, voilà, quoi, ça ment pas. Et tu parles tout le temps ça, mais moi, je m'en fous un peu du nom. Enfin, notre nom, il me va, ça me... Ouais, mais ça devient ancré. Ouais, en plus, on s'y habitue. Et tout le monde nous dit, ouais, mais c'est vachement bien, Violaine et Jérémy, ça marche trop bien. Et je me dis, bah... Et au début, toi, tu détestais... Enfin, non, c'est pas que tu détestais, mais t'avais plein de... T'étais autocritique à fond, quoi. Genre, c'est Belle et Sébastien, ce genre de truc. Ah ouais, c'est vrai, je disais ça. Mais en fait, on s'en fout. Ouais, on s'en fout maintenant, là-dessus, tu vois. Ouais. Il n'y a rien qui vous ressemble plus que vous. Ouais, c'est ça. Non, mais on aurait pu faire preuve d'une petite, tu vois, d'un petit trait d'esprit, quoi. Mais... Et heureusement, ton prénom, il est un peu original, parce que le mien... Oui, ça aurait été Paul et Marie. Ouais. Bah, on aurait dû faire l'Ave Maria tous les matins, quoi. Si vous voulez retirer la première carte, comme je disais tout à l'heure, c'est une chacun ou c'est une pour deux? Après toi, j'ai faire l'un c'est après toi l'autre, qui il y a pas de commence. règle. C'est toi qui commence cette fois. Vas-y. Collaboration. Collaboration. C'est le ciment de notre studio. Bah non, mais c'est collaboration avec un S. Ouais. Est-ce que je peux enlever le S là tout de suite maintenant? Parce qu'en fait, c'est la collaboration entre Jérémy et moi qui fait que le studio il fonctionne. Comme on n'est pas deux graphistes, on est hyper complémentaires. Et que je pense que c'est un peu peut-être la spécialité, enfin pas la spécialité du studio, mais je suis pas sûre que ce soit comme ça dans tous les studios de graphisme, parce que souvent les studios de graphisme ils sont montés par des gens qui se sont connus, tu vois, à l'école, donc qui ont fait les mêmes études, donc ils ont le même savoir-faire, et donc ils se complètent moins dans le sens où ils ont, tu vois, deux graphistes, même s'il y en a un qui est un peu meilleur en typo et l'autre qui est un peu meilleur en image, mettons, il y a quand même tu vois, un savoir-faire, tu vois, qui est un peu le même, et nous, c'est pas du tout le cas. Et c'est ce qui fait que, il n'y a jamais de problème d'ego entre nous, parce qu'il ne sait pas faire ce que je fais et je ne sais pas faire ce qu'il fait. Et ça, franchement, ça facilite grave la vie. Parce que globalement, l'ego, c'est un peu un problème dans la vie, je trouve. Autant, et je parle pas que pour les autres, je parle pour moi aussi. Donc voilà, quand on peut sortir ça de la relation, ça fluidifie tout. Et ensuite, ça permet d'avoir un œil hyper différent en fait sur le travail, et du coup ça donne des directions qui sont peut-être, tu vois, plus affinées, parce que même si effectivement on a les mêmes goûts, et c'est ce qui fait qu'on a fait le studio ensemble et on marche ensemble, tu vois, mais on tire les projets pas dans le même sens, tu vois, lui et moi, et c'est ce qui fait que je sais pas, ça les bonifie en fait, voilà. Et après, collaboration avec un S. Aussi, illustrateur, surtout. En fait, ouais. On parlait des milieux des designers et des illustrateurs. On bosse très peu avec les graphistes, on bosse beaucoup avec les illustrateurs. Et d'ailleurs, c'est tant mieux pour nous, parce que c'est des gens... Enfin, je me dis que... Je sais pas comment c'est possible, mais c'est un métier qui attire que des gens, mais vraiment sympas. Tu sais, genre, je trouve que les gens avec qui on est en relation, les illustrateurs, c'est des gens simples, qui n'ont pas les chevilles qui vont gonfler 10 000 comme les graphistes peuvent l'avoir par moment. Ou les publicitaires. Ou les publicitaires. Ouais. Alors qu'ils font un métier plus artistique en réalité. Mais c'est souvent des gens drôles en plus. Je sais pas, moi je suis souvent très très fan des gens avec qui on bosse en illustration.
Et c'est pour ça que... Et en plus, on aime ça et on en met partout. Donc, et ça nous fait rencontrer des gens... Et je pense des qu'il gens super. y a un truc bien pour les illustrateurs à bosser avec nous, c'est que comme moi-même je suis illustrateur, on essaye vraiment de faire tampon avec un client, on essaye de les faire chier le moins possible. Après, si le client Ouais, il est le moins chiant, possible, ouais. en fait, on essaye vraiment de se battre pour qu'en fait, ce qui sorte, il y ait très peu de retravail, parce que plus il y a du retravail, plus ça amoindrit l'idée, le style et tout. Au-delà Ça de la dénature frustration le de la boulot, personne, ouais. mais ça dénature le boulot, c'est moins joli. Et du coup, je pense que c'est assez agréable pour eux, parce qu'ils ont... Enfin, on l'espère. On l'espère en tout cas, mais je pense qu'ils ont pas mal de liberté. On essaye de les faire chier le moins possible. En tout cas, quand il y a des retours, c'est rarement de notre fait, quoi. C'est jamais de notre fait. Si jamais, quasiment jamais de notre fait. Limite, peut-être des fois sur les couleurs et encore. Non, Et mais peut-être tu une- vois, ouais. c'est vrai, quand tu fais appel à un illustrateur, moi, ce que je pige pas, c'est que les clients, ils disent « Ah ouais, j'adore », donc ils voient les books des illustrateurs « Ouais, j'adore, c'est hyper bien, machin ». Sauf que, très souvent, ce que les gens comprennent pas, c'est qu'un illustrateur, c'est pas juste un trait et juste un style, c'est aussi un univers d'idées qui fait que, combiné au trait, tu vois, ça donne le travail complet d'illustrateur. Et quand un client, il intervient trop dans l'idée, dans la compo, si tu veux, ça, pour moi, déjà, ça ajoute très rarement de la valeur ajoutée au travail que l'illustrateur a fourni à la base. Et en plus, bah, je trouve que même ça amoindrit, quoi. Souvent, ça rend le truc moins drôle, plus terre à terre, parce que tu vois, on veut expliquer qu'il faut que ce soit... Je sais pas, l'illustration, c'est de la poésie, c'est une manière, tu vois, de s'extraire un peu de l'iPad. Vas-y, ah ouais, donc on parle de trucs digital, donc mets-moi, s'il te plaît, un iPad. Non, Faut faire de la métaphore et tout. Ouais. Mais ça va, ils comprennent de plus en plus. Au début, c'était un peu dur. Et d'ailleurs, une anecdote, c'est un de nos tout premiers projets, c'est Influencia, un magazine qui se montait en papier. Et on a fait de la DA, j'avais fait la typo au début et tout. Et ils avaient presque pas de budget, donc là, pour le coup, c'était chiant. On était obligé de faire bosser les illustrateurs avec très peu de budget. Ça, c'était la première année du studio, Ouais. c'était il y a longtemps. Ouais. Et tout premier numéro, j'ai fait bosser que des potes de mon école de toutes les promos différentes. C'était assez Ouais, rigolo. c'était drôle. Enfin, voilà. Mais Et quasiment tout le monde a bossé. Influencia, tu vois, comme ils étaient vachement sur des sujets de digital au début, tu vois, genre, tu vois, comme ils étaient sur des trucs de publicité et de marque, bah, ils avaient envie de montrer de l'internet, des écrans, des machins. Et on leur disait, non, mais il faut arrêter de vouloir mettre des écrans dans les illustrations, quoi. Et à force de leur dire, ils ont fini par comprendre, ou alors par lâcher l'affaire parce qu'on était chiants et que je sais pas lequel des deux. Ouais. Oui, vous êtes plus, enfin en tout cas ce que je ressens en voyant votre travail, il y a une part du sensible qui est presque une part, on va dire, artistique, puisque l'illustration ça flirte quand même plus avec l'art qu'avec le design. Ce qui fait que vous n'êtes pas, par exemple, dans du design, on va dire expérience utilisateur lisse, on va laisser l'expérience, ou chercher au contraire l'accro avec l'illustration et des parties pris qui sont Ah ouais, assez fortes. complètement. Bah ouais, c'est clair. Disons que moi je veux pas trop apparenter le travail qu'on fait à un travail artistique, même si c'est effectivement, il y a une part d'artistique. Mais j'aime bien pointer du doigt le fait que en fait on fait art et design. Ok. J'aime bien pointer du doigt le fait que ce qu'on fait c'est de l'art appliqué, tu vois. Et que notre sujet c'est d'essayer de répondre à une commande du mieux possible. Ça veut dire comment est-ce que tu fais pour à la fois éduquer et emmener tes clients vers toi ce que tu veux faire et qui est effectivement sûrement plus artistique que ce qui est fait, tu vois, dans la publicité, mais sans les braquer. Parce que il y a... Comment dire? Tu vois, le graphisme vraiment très contemporain, si t'as pas l'œil un peu aguerri à ça, c'est difficile de rentrer dedans. Et c'est normal pour quelqu'un qui bosse pas dans le graphisme
de pas avoir l'œil aguerri, tu vois, à la typo, au graphisme, à l'illustration contemporaine. Et même au Et second donc- degré, je sais pas, du ugly design ou ce genre de truc, Ouais. c'est impossible. Et du coup, nous, on se dit que une part de notre mission, c'est aussi de, comment dire, un peu ouvrir le champ des possibles, tu vois, dans la tête des gens. Et c'est pas en les brusquant, en leur montrant des choses qui sont trop radicales que ça va le faire, quoi. Donc, Après, je sais même pas si c'est voulu, parce que c'est notre style aussi. oui, non mais bien sûr. Mais non, mais je pense qu'il est important, c'est quelque part, on essaye de tendre vers de l'art, mais jamais, en fait, jamais on peut se dire ça, c'est vraiment de l'art appliqué. Il faut toujours savoir qu'on a une commande. On me demande même si je fais des expos pour mes dessins et tout, mais pour l'instant, c'est pas du tout de l'art, c'est que de la commande. Je tends à devenir artiste, j'aimerais bien devenir artiste quand j'aurai moins de boulot pour le studio et tout, mais il faut vraiment, ouais, c'est une commande, donc je sais très bien, le graphisme, c'est de l'art appliqué, c'est-à-dire que je sais très bien que demain, mes affiches, elles vont pas être exposées dans un musée, on s'en fout. C'est pour répondre à une commande, quoi. On essaie juste de rendre un peu la ville un peu plus belle et de tendre les trucs vers le haut, mais les graphistes c'est plutôt les graphistes à l'ancienne, mais les graphistes à l'ancienne qui pensaient qu'ils étaient dans l'art, je pense que c'est... C'est vieux, quoi. Mais je sais pas, je pense que c'est... Mais c'est une erreur. Peut-être qu'ils se méprennent, je sais pas. Après, c'est peut-être... Il y a des discours de certains qui peuvent marcher et entrer dans un cadre d'art contemporain, peut-être. Mais je pense qu'il faut vraiment se dire que c'est de l'art appliqué et de le faire au mieux possible, quoi. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on... En tout cas, il y a c'est quand notre... même on va dire un dialogue entre deux univers. Bah oui, ah non mais c'est sûr. Oui, il y a non, mais c'est ce vers quoi on tend, mais il faut pas avoir la prétention de se dire que c'est de l'art en fait. Ouais. C'est juste ça en fait. Oui, mais tu vois, la frontière, elle est ténue dans le créatif. Ouais. Tu vois, dans les métiers créatifs. À quel moment tu bascules dans l'art et à quel moment tu fais de l'artistique. Et je pense que des fois, les gens, ils se sont un peu perdus dans ce truc-là. Et ils se sont dit qu'ils avaient basculé dans l'art alors qu'ils étaient encore dans l'artistique. Mais il y a une frontière propre, c'est la commande. Si tu fais un truc pour toi avec ton propre projet. Pas nécessairement, parce qu'il y a des artistes, les galeries, ils commandent des séries. Mais bon, ils commandent une série et l'artiste, il fait ce qu'il veut. Ouais, il n'a pas aucune contrainte. C'est-à-dire que même si tu arrives à avoir le moins de contraintes possible, tant que c'est une commande avec une contrainte, c'est pas de l'art. Après, je sais pas, le discours sur l'art aujourd'hui, il est tellement... Enfin, ça peut être tellement tout et n'importe quoi dans l'art contemporain. Au contraire, pour te démarquer de l'art d'avant, tu pourrais te dire que une commande, ça devient de l'art, parce qu'on détourne l'art d'aujourd'hui, mais enfin, c'est juste... On essaye de pas se dire que c'est de l'art, juste parce que ça serait prétentieux de dire ça, quoi. Et puis ce serait pas juste, en fait. Oui, et ce serait pas juste. C'est pas la réalité, quoi. Ouais. C'est un vrai travail artistique, mais c'est pas de l'art. Voilà. Ouais. Et quand quand vous avez un projet, parfois c'est toi qui réponds par l'illustration, parfois vous faites appel à un illustrateur. Ouais. Comment vous faites ce choix? C'est un choix qui est fait avec aussi, j'imagine, avec les clients, ou vous proposez plusieurs possibilités? Ouais. Ça, tu vois, c'est vachement ma partie, par exemple, de savoir avec qui on a envie de travailler. C'est beaucoup moi qui vais chercher les gens, qui regarde, qui déniche. Après, évidemment, on en parle avec Jérém. Mais tu vois, ça, c'est mon vrai côté de direction artistique, où les talents avec qui on a envie de bosser, c'est vraiment ma partie. Et en fait, oui, donc... on présente des portfolios, on n'en parle jamais aux illustrateurs, hein, parce que tu vois, les clients, ils peuvent dire oui, ils peuvent dire non, donc on leur en parle qu'une fois que c'est fait. Mais voilà, on présente en fait les talents avec qui potentiellement on peut faire le projet, et on met ça en regard, tu vois, avec... je sais pas, une créatypo, une mise en page, pour que le client il arrive un peu à se projeter. Et puis voilà, on leur explique vers quoi on veut aller, et on laisse toujours le choix aux gens, en fait. Mais après, la question, t'as répondu à une partie de la question, mais il y avait un truc en plus, c'est pourquoi ça serait moi ou quelqu'un d'autre. Oui. En fait, ça dépend déjà du projet en lui-même. Comme moi, j'ai un dessin assez classique et intemporel.
faut voir où le client veut aller, dans quel créa, comment ça va matcher avec le graphisme. Après, il faut aussi voir le budget, parce que ma technique est très longue, donc Non, pour, mais de c'est la, vrai. pour de la presse et tout, je travaille de moins en moins pour de la presse parce que c'est chronophage. Ça prend vachement de temps, mon dessin, et du coup, Ça prend beaucoup plus. En Ouais. fait, il y a vraiment ça qu'il faut prendre en compte, c'est que Jérém, on ne peut pas mettre Jérém sur des petits projets parce que ça prendrait autant de temps pour lui de dessiner pour un petit projet que pour un grand projet parce que sa technique est tellement fine et prend tellement de temps que c'est pas l'histoire de une belle idée et puis 2-3 traits et ça marche bien, tu vois. C'est pas ce qui sort de lui. Donc, il y a ça qui pèse beaucoup dans la balance. Ouais. Parce qu'en plus, tu vois, c'est laborieux son dessin, quoi. Il passe des heures avec vas-y, je te passe le crayon. Enfin, c'est pas lâché, quoi, comme travail. Et même, il y a des fois, selon des projets qui sont proposés, où tout simplement mon style correspond Ah pas. oui, complètement. Enfin, et pour le client et pour nous-mêmes, on se dit que ça pourrait pas marcher. Et c'est pas du tout qu'une question de budget, c'est vraiment aussi des envies de faire des trucs différents avec les gens, quoi. Non, mais après, il y a aussi des projets en illustration qu'on te propose et qui nous intéressent pas, quoi. Oui, mais ça, c'est normal. Mais ouais. Donc, il faut retourner encore une autre carte. Voilà. Alors, voilà, il y a plein de mots là-dessus. Illustration traditionnelle versus illustration contemporaine. Bah, quelque part, on a un peu répondu à la question. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Ben, moi, je suis vraiment dans l'illustration traditionnelle et que je fais tout à la main, je scanne, après je recolorise à l'ordi ou même je dessine des fois au crayon de couleur directement. Et illustration contemporaine, c'est les gens avec qui on aime bosser, quoi. Ouais, exactement. Mais il y a quand même quelque chose d'assez aussi contemporain. Enfin, ensuite, oui, on va dire tu parlais de second degré aussi. Bah oui, Ouais. complètement. Ah oui, dans ce que je fais. Quelque chose qui n'est pas forcément que traditionnel, on va dire. Ah oui, bien sûr. C'est la Bien technique. sûr. Non, Ah c'est oui. la technique qui est traditionnelle. Ah non, je parle de la technique Et qui est après, traditionnelle, ouais. ce qu'il fait tout le temps, c'est qu'il twiste la technique avec les sujets qu'il vient traiter. Ouais. C'est hyper important parce que sinon, ça ferait un beau dessin mais qui manquerait d'intérêt. Ouais. Tu vois, ce serait une performance technique hyper belle à regarder mais qui manquerait d'un éclat, tu vois. Ouais, et c'est hyper important parce que en fait, ça fait quelques années que je fais ça et maintenant sur Internet, on voit plein de mecs qui font pour le coup du photoréalisme encore beaucoup plus réaliste que moi, mais en fait, où des fois il y a des mecs qui juste redessinent les photos de leurs parents hyper bien fait avec le grain de la peau pendant 2 millions de points, tu vois, ce genre de conneries. Je sais pas, ça m'intéresse pas trop. Du coup, il y a vraiment besoin. Je suis attiré moi par le réalisme et du coup par le détail, le grain et tout. Mais s'il n'y a pas une idée, un univers et tout, mon dessin il servirait presque à rien. Ça serait juste une représentation classique. S'il n'y a pas ce truc en plus. En fait, c'est pour ça que c'est très différent d'illustration contemporaine, parce que souvent, un illustrateur, il a son style. On en parlait tout à l'heure. Il a aussi un univers, mais presque en lui demandant une idée avec son style, on reconnaîtrait son trait. Moi, quelque part, peut-être on pourrait reconnaître mon trait, mais s'il n'y a pas l'univers ou une idée un peu marrante derrière, Qui qui te me ressemble. correspond, quelque part, il y a d'autres gens qui savent le faire dans le même esprit que moi. Donc j'ai vraiment besoin de mettre dedans cet univers ou cette idée, parce que pour donner de la personnalité, quoi. Voilà. Et toute cette technique-là, qui est quand même très. Ce style, je sais pas si on peut dire hyper réaliste. Ouais. Il te vient de. En fait, il me vient. J'y ai réfléchi, En fait, je pense que. J'en parlais tout à l'heure, mes parents m'ont inscrit quand j'étais petit. Je faisais dans un atelier de peinture et c'était de la peinture, franchement, à la limite de l'abstraction, expressionnisme allemand. Et je crois qu'il y a peut-être ça m'a frustré ce truc. Et alors que j'adore le dessin, j'adore les peintures de la Renaissance, le Caravage. Et je me souviens, je crois que ce qui m'a fait vachement envie, c'est en seconde, j'ai découvert Ernest Pignot. Ernest, il y avait une expo de lui à Strasbourg, in situ dans un lieu, il avait tout affiché à la pierre noire et collé à même sur les murs, et c'était magnifique. Et je pense que c'est un des trucs qui m'a donné envie à la base.
Ça et mon amour du dessin et le fait qu'on m'ait forcé à faire à être dans l'abstraction quand j'étais petit. Et aussi, années 90-2000, en histoire de l'art, on est vachement sur le XXe siècle. Et sur, je sais pas, le pop art, le néo-expressionnisme et ce genre de trucs. Et en fait, je sais pas, je pense que c'est pas mon truc, je suis plutôt pour un... En fait, j'adore vraiment, je pense, les peintres de la Renaissance et les peintres du Moyen-Âge. Je suis vraiment plus attiré par le figuratif et c'est toujours venu de là et j'avais envie de J'ai toujours été aussi dans un peu la performance technique, je le suis beaucoup moins maintenant. Mais du coup, je pense que ça m'a attiré et j'ai toujours amélioré ma technique. Voilà, je pense que ça me vient de là, quoi, je dirais. Et mon école de graphisme, le dessin, c'était une partie hyper importante. L'école a plein de défauts, enfin elle a des qualités, mais elle a plein de défauts comme toute école, mais pour entrer dans cette école, il fallait avoir vraiment un bon book dessin. Et même le côté dessin, illustration était encore poussé presque jusqu'aux dernières années, ce qui est assez rare dans une école de graphisme. Et je pense que c'est plutôt un plus pour l'école. Et je me demandais parce que du coup tu fais pas que de l'illustration, tu fais aussi de la typographie. Ouais. Beaucoup de typographie. Ouais, de plus en plus. Et c'est dans ton école aussi que tu as... Franchement, pas trop. Il y avait un cours de typo dans mon école, mais désolé pour la prof, mais c'était pas au niveau vraiment. Et déjà c'était pas au niveau, et en plus c'était pas intéressant. Et franchement c'est vraiment venu après. C'est venu après. Et j'ai appris petit à petit, quoi. Franchement, j'ai appris. T'as appris tout seul. J'ai appris tout seul la typo, vraiment. Ça a commencé par juste, comme plein de choses, un intérêt, une curiosité. J'étais à l'école, je traînais tout le temps sur des blogs typo. J'étais à fond là-dessus, quoi. En plus, j'étais à fond là-dessus. Je chopais tout le temps les dernières typos. Et je pense que ça m'a intéressé au truc et je me suis rendu compte après, surtout en faisant de l'identité, que même en faisant de l'édition, que c'est hyper important, que ça apporte vraiment un plus de faire une typo pour un projet, même si c'est que du titrage. Il y a vraiment un truc en plus, quoi, même si elle n'est pas complètement aboutie. Et voilà. Et en plus, en réalité, en France, on a moins de culture typographique que dans d'autres pays. Et pour la plupart de nos clients, ce qui est rigolo, c'est qu'on leur propose à chaque fois des typos qu'on fait vraiment pour le projet, alors qu'ils ne nous le demandent même pas, en fait. C'est quelque part, c'est complètement du proactif. C'est du proactif. Quelque part, c'est comme si on se faisait chier pour rien, mais c'est pas pour rien, en fait. C'est parce que c'est vraiment ce que j'adore faire. J'adore dessiner, j'adore créer de la typo. Je pense que c'est les deux trucs que je préfère dans mon métier. Donc, des fois, vue orale, parce que ça rajoute du temps. En plus, il faut développer toutes les glyphes et tout. C'est vrai, c'est chronophage. Vous connaissez l'économie du graphisme. Vous savez très bien qu'on est toujours un peu les derniers. Enfin, tu vois, la publicité, ils gagnent des millions. Nous, dans le graphisme, c'est compliqué de faire autant d'argent qu'eux. Et donc, déjà qu'on a du travail, c'est genre vraiment déjà bien laborieux. Moi, je peux pas râler parce que franchement, c'est vraiment mortel. Mais c'est vrai que se mettre sur le dos alors que personne nous l'a demandé, de développer des typos pour des projets pour lesquels on nous l'a pas du tout demandé. Bon, voilà, maintenant j'en rigole et puis je ferme ma gueule surtout. De toute façon, j'ai appris que je pouvais parler, tu vois, ça n'avait aucun effet. Oui, c'est quand même ce qui crée, là, ce que vous avez fait pour le Théâtre des Bouches du Nord, la typographie avec, du coup, c'est les R. Ouais, la Traviata, elle s'appelle celle-là, ouais. Traviata. Ouais, elle est trop bien. Hein. C'est super. Ouais, et ça crée toute l'identité, ça vient complètement compléter les illustrations. Merci. Non, mais franchement, en plus, le client, les Bouches du Nord, c'est des gens qui sont mortels, parce que, pour le coup, c'est des gens qui... Enfin, on a été contactés, je pense que c'est... le boss des Bouffes du Nord qui a pas mal de boîtes de production musicale à la base, de production de concerts. Le mec s'appelle Olivier Poubelle et je crois que c'est lui qui nous a repéré en premier. Il nous a contacté pour faire les Bouffes du Nord il y a 3 ans. Il avait vu Influencia, c'est ça. Et je pense qu'en fait il a aimé notre univers et à la base, il nous avait contactés pour faire simplement juste une année pour les Bouffes du Nord, parce que c'est comme ça qu'il fonctionnait, juste 1 an par graphiste.
Et comme ça changeait en fait l'image des bouffes. Parce qu'il n'y a rien de figé aux bouffes en termes de direction artistique, ça change tous les ans. Et puis ça a super bien matché aussi avec Sophie Daraghi, qui est la boss du Théâtre des Bouts du Nord, c'est elle qui fait tout tourner. Et puis, à la fois, ils nous laissent libres, et à la fois, je crois qu'ils sont contents de ce qu'on leur propose. Et je crois qu'ils voient bien qu'on met vraiment du cœur à l'ouvrage, quoi, dans ce qu'on veut faire pour eux. Et je trouve qu'on a vachement de chance de bosser sur le projet des bouffes parce que ça rend toujours bien, quoi. Parce qu'ils captent, en fait, tu vois, l'exercice, justement, de la typo, du graphisme, de l'illustration contemporaine. Il y a très peu de retours. C'est des gens, c'est pour le coup, qui ont déjà l'œil affûté là-dessus, qui sont déjà un peu éduqués, tu vois, sur le sujet. Il y a des personnes qui, justement, vont leur diriger peut-être l'illustration. Ouais. À chaque fois, il y a des choses très différentes qui sont proposées. Ouais, et là, très peu, ils font vraiment quasiment aucun retour. On leur présente des créas, ils choisissent celles qu'ils préfèrent, mais c'est-à-dire même sur l'illustrateur, souvent sur un théâtre, le directeur du théâtre, il veut que pour chaque spectacle, par exemple, l'illustrateur représente le sens du spectacle, je sais pas, le Cid, machin, on va dessiner Rodrigue et tout. Et Olivier, là, il veut pas ça là, du c'est le tout. contraire. Il veut que l'illustrateur, il bosse sur un fil artistique le long de l'année, et que ce soit pas en fonction d'une pièce ou quoi. Et du coup, ça laisse une liberté hyper cool pour l'illustrateur, vraiment rêver, je pense, et pour nous aussi. Il est hyper cool ce projet, et ce théâtre, il est super. Donc... Ouais, le théâtre est super. C'est un théâtre privé, mais qui a presque un fonctionnement de théâtre public, donc tout l'honneur leur revient, quoi. C'est vraiment... c'est clair. Ah oui, dernière carte. On tire la dernière. Content que ça arrive en dernier. Les voyages. Waouh, mais attends, tu t'es vraiment renseigné sur nous. Bon, j'y vais, je commence. Quand on a monté le studio, en fait, on est parti de l'agence de pub Les Gros Mots et on s'est dit, ok, bon, avant de monter le studio, déjà, on va se faire un petit mois en Inde. Donc, on a commencé par le plus dur. On a commencé par ça. Moi, je t'avoue, j'ai pas kiffé. Enfin, c'était trop bien. Un mois, tous les deux. En plus, ça faisait à peine un an qu'on était ensemble. Ouais. Même pas un an qu'on était ensemble. Donc, tu vois, le voyage, c'est toujours un peu genre, le moment crucial, même en tant qu'ami. Si tu sais voyager avec un ami, c'est que c'est bon, c'est ton ami pour la vie. Et c'est pareil avec ton mec. Et ça s'est trop bien passé. C'était vraiment trop cool et tout. Bon, après, l'Inde, c'est l'Inde, quoi, tu vois. Donc, moi, ça n'a pas été mon goût personnel, l'Inde. Mais c'était quand même un voyage mortel. Et on s'est dit, quand on a monté le studio, que notre but, c'était de faire au minimum... Je te parle pas de vacances, hein, je te parle de voyage. De prendre tous les ans 4 semaines consécutives pour aller visiter un nouveau pays. Évidemment, on n'y arrivait pas trop au début, et pour le boulot, et puis parce qu'on n'avait pas l'argent, quoi. Donc, mais on a vite réussi, parce qu'au début, on a réussi à faire tous les ans et demi. Et on continue, en fait, à faire ça. Donc, maintenant, tous les ans, on ferme le studio pendant un mois. Et puis, on choisit un nouveau pays, et puis on part avec notre petit sac à dos, et on loue une caisse, et puis go, quoi. Donc, et plus ça va, et plus on prend de vacances. Donc... Ça, c'est rassurant. Ouais, en fait... Alors, je sais pas si c'est rassurant, mais par parce contre, que plus ça va, du plus coup, on travaille aussi. Ouais. Alors, on travaille vraiment comme des fous. Genre... on travaille beaucoup. Je travaille quasiment tous les week-ends, vraiment, et tous les soirs tard. En contrepartie, on prend beaucoup de vacances. Ouais, c'est la contrepartie. Tu vois, Les vacances voyage ou vacances aussi? Les deux. Les deux, en fait. En fait, il y a le voyage de 1 mois, tous les ans, plus les vacances. Ça oscille entre 2 mois et demi, 3 mois de vacances par an, je pense. Peut-être t'en rajoutes un peu quand même. Non, franchement, je crois pas. Ok. Je crois qu'on est facile à 2 Bon, mois après, il et y a demi. les vacances d'été où on est dans le sud et moi je travaille là-bas, mais c'est comme des vacances. Mais c'est vrai qu'on prend. En fait, on a tellement le nez dans le boulot et avec plein de projets en même temps que au début de la boîte, on s'était dit, bon, des fois on pourra se prendre des week-ends par-ci, week-ends par-là. En fait, on n'arrive pas, c'est impossible. Parce qu'il y a tout le temps des projets à rendre et tout. Et le fait de partir longtemps, au moins 3 semaines,
tout le monde est prévenu. Oui. Et tu penses C'est plus à plus Paris. simplement. Ouais, t'as plus de stress et tout, et c'est trop bien. En fait, ça fait la pause parfaite parce que, surtout quand tu pars un mois, au bout de 2 semaines, tu oublies complètement Paris, et au bout d'un mois, enfin, en tout cas pour moi, j'ai envie de rentrer à Paris pour bosser sur les projets. Je me dis, ah, ça, j'ai trop envie de le faire. Et du coup, c'est parfait. Quand tu rentres, t'es trop content de bosser. Quand tu pars, tu oublies Paris, et c'est le meilleur moyen. C'est le meilleur moyen. Après, on vit comme, au-delà du travail, on vit un peu comme des ados et tout. Donc, ça nous va très bien de faire ça. Après, Jérémy, il a commencé à voyager avec moi, mais moi, j'avais commencé avant lui. C'est vrai. Je suis un tout petit peu plus âgée que lui. En fait, pendant que j'étais chez Combini, j'ai demandé 6 mois de congé sans solde et je me suis barrée 6 mois pour voyager en Asie du Sud-Est. Et de toute façon, j'ai d'une famille un peu de voyageurs, quoi. Ma grand-mère, mon grand-père, ils se sont rencontrés au Vietnam, ils ont voyagé toute leur vie. Ma grand-mère, même quand mon grand-père est mort, elle a continué à voyager toute sa vie. Mon père, il a voyagé toute sa vie. Ma tante, elle a voyagé toute sa vie. C'est un peu culturel, tu vois, chez moi. Et puis c'est vraiment trop cool, quoi, de partir dans un endroit, de t'émerveiller, de choses que tu connais pas. Je sais pas, c'est vraiment bien de t'extraire de ton quotidien aussi. Et est-ce que quand vous partez en voyage comme ça, vous êtes aussi à l'affût d'illustrateurs, des personnes que vous avez pu rencontrer? On n'est pas dans le travail du tout. Non. Non. Bah, en fait, une cause. Ouais. À part si pour un truc, c'est que des fois on me demande si je dessine et tout là-bas. Je dessine tellement l'année que là-bas j'ai pas du tout envie de dessiner, j'y pense même pas. Mais par contre, non, mais on était au Mexique l'année dernière. Et le street letter, enfin il y a tellement de typos dans la rue, de couleurs écrites sur les bâtiments que là j'ai fait chauffer mon téléphone, j'ai pris plein de photos. C'est le seul truc, c'est les rêves typos sur les devantures. Et on se rend compte à quel point en France c'est pauvre et on a perdu ce truc, toutes les devantures de kebab dégueulasses, tout ça, et de chinois, ça a niqué la ville. Mais au Mexique, tout le hand lettering sur les murs, c'est tellement beau, ça embellit tellement le truc, ça serait, enfin je sais pas, c'est hyper beau quoi. Et le moment où vous revenez, alors vous vous mettez directement dans le bain. Ouais, direct. C'est reparti. Ouais, à fond. Mais c'est ça qui est bien d'en partir souvent, c'est que tu es toujours content de rentrer. Ouais, moi je suis toujours content de rentrer. Tu sais que tu vas repartir. Non, mais même au-delà de ça, il y a des gens qui sont déprimés de rentrer au boulot et tout le lundi matin. Je sais pas, quand tu reviens de vacances, travailler sur des projets, c'est cool. Notre vie, même retrouver chez toi, c'est cool. Retrouver tes amis, c'est cool. Le studio, ta ville, enfin. La ville est cool. Enfin, je sais pas, moi, je suis content de rentrer, quoi. Même s'il pleut. Est-ce que vous pourriez continuer avec un projet à vous que vous pourriez nous présenter un petit peu la commande, la finalisation? Je pense qu'on parle de quoi? Bah, il y en a tellement des biens, mais peut-être les bouffes. Les bouffes du Nord. Ouais, les bouffes du Nord. Si vous avez les supports aussi. Ouais. Ouais, carrément. Attends, je vais le chercher. Lequel, le dernier, l'avant-dernier? Première année. La première année. C'est l'année qui nous a introduits et on a tout fait. Ouais, je suis d'accord. Et la première fois qu'on a fait les bouffes. Un truc qu'on n'avait jamais fait. Ouais, c'est vrai. En fait, donc ça, c'est la première année des Bouffes du Nord. Donc c'est la première fois qu'on rencontre Olivier Poubelle, Sophie Daraghi, Olivier Manteilly aussi. Parce qu'Olivier Poubelle et Olivier Manteilly, ils sont tous les deux... comment on peut dire, dirigeants, propriétaires, je sais pas comment on dit. Associés. Ouais, associés sur les Bouffes du Nord. Et le brief artistique, il vient vraiment d'Olivier Poubelle, et qui est un mec assez étonnant. Et c'est ça qui est cool aussi dans notre métier, tu vois, le fait de bosser avec plein de gens différents. On rencontre des gens vraiment enrichissants. Et c'est le cas de ce mec-là. Plusieurs sont devenus des amis même. Et son brief, c'était la couleur. Voilà, je veux bosser cette année, le thème de cette année, c'est la couleur. Et de là, en fait, on a fait ce qu'on voulait. Et il nous a poussé un peu à aller dans cette direction, c'est qu'il nous a dit « J'adore ce que vous avez fait avec Influencia, le mélange de typo et d'illustration. Oui. Mais j'ai d'autres boîtes à côté, j'aimerais vous faire bosser dessus. Mais les bouffes, j'ai pas envie qu'on voit que c'est la même personne au début, parce qu'au début il le voulait pas. Et du coup il nous a dit
j'aimerais vous pousser dans vos retranchements, que vous alliez dans quelque chose de très différent de ce que vous faites d'habitude. Et à l'époque, Ouais. on faisait plus de noir et blanc. Il nous a dit, je veux que vous bossiez sur la couleur. Ouais. Et du coup, on s'est dit, bon, vas-y, on essaye. Non mais attends, t'imagines un client qui vient te voir pour te dire fais ce que t'as pas l'habitude de faire. Ouais, Ça n'existe pas quoi. ouais, c'était marrant. C'est génial. C'était- Donc en c'était fait, il nous a ouvert un espèce de champ des possibles qui était trop bien pour nous, Ouais. qui nous a nous aussi fait expérimenter en fait. Et donc on est parti sur parce que tu vois bien dans notre travail, il y a toujours une relation à la matière qui est hyper présente. Et on ne pouvait pas juste travailler la couleur, juste la couleur. Et on voulait aussi bosser la matière. Et c'est comme ça qu'on a travaillé avec 2 stagiaires à l'époque qui étaient avec nous, où on a fait... on est allé acheter plein de peintures, de la gouache, de l'aquarelle, des feutres, de la craie grasse, enfin tu vois, des pigments d'encre, des éponges pour avoir d'autres... voilà, et donc c'est un peu de là qu'est parti l'exercice. Ouais. Et puis, Enfin, on a fait plein. Enfin, peut-être la méthode, souvent ça commence comme ça sur un projet, très souvent. J'ai commencé par la typo, j'ai créé la typo avant même d'essayer la DA couleur. Ouais. Et après, je sais plus, on avait juste essayé une tâche à l'arrache. Et en mélangeant les deux, ça marchait bien. Et on s'est dit, on veut un truc riche, on en fait plein et on a testé plein avec des couleurs différentes. Ouais. Et là, on a scanné en fait, c'est vraiment des toutes petites tâches. Ouais, c'est ça qui Et on a scanné rend en- le ouais. super effet, tu vois, de diffusion. En fait, ça, à l'œil nu, tu le vois pratiquement pas parce que, Ouais. tu vois, c'est l'encre en fait qui rentre dans la fibre du papier. Ouais. Et du coup, en l'agrandissant énormément, tu retrouves un détail que tu vois pas dans la réalité. Ouais, du coup, on a scanné en très haute def et en cadrant dans des endroits, ça rendait bien en fait. Et comme ils ont leur partie théâtre et leur partie musique, leur partie théâtre est plus importante, on a joué des grands visuels, des grandes tâches pour la partie théâtre et musique. On est venu faire des petites tâches qui ressemblent un peu à des notes, de musique sur une partition qui viennent de temps en temps, agrémenter la typo, quoi. Et les 2 typos d'ailleurs qui ont été créés, qui sont de la même famille, en gros c'est une un peu bold et une un peu plus light. On les a appelés, c'était les toutes premières, c'était les premières typos que Jérém créait pour un projet. Non, à part la typo Influencia. Mais celle-ci était peut-être un peu plus... Quoique l'Influencia elle est belle, mais... Elle est pas mal, mais c'est juste que techniquement, à l'époque, à l'époque c'était FontLab, je l'ai même pas passé sur FontLab. Ouais. Au début, j'avais les lettres Illustrator pendant longtemps. Bon, en tout cas, ça... C'était vraiment... C'était vraiment la reprise. En fait, Ouais. ce projet-là, il a été la reprise du dessin typo, en fait, Ouais, c'est pour cool. Jérém. Ouais, c'est vrai. Et on a appelé les typos la Nord et la Sud, en hommage au bouffe du Nord. Et c'est un projet qui a vachement plu, parce que je crois qu'il a quand même pas mal tourné, il tourne encore pas mal. Quand tu vas sur Pinterest, je crois que tu le trouves, genre beaucoup. Nous, on n'est jamais sur Pinterest, mais tous les gens qui vont sur Pinterest, ils nous disent tout le temps qu'ils voient ces images-là, ces affiches. Et on a présenté ça en identité pour la saison au club des directeurs artistiques. On l'avait pas présenté. Ah bon? On savait même pas que ça allait être dedans. Bah. C'était Frenzy. Ah oui, c'est ça. On avait la surprise. Bon, enfin. Bref, il s'avère que on a eu la chance de gagner le prix du meilleur... c'était quoi? De la meilleure identité, meilleur graphic design. En design, enfin pour Ouais. ça. Et... Au club des DA, et c'était cool. Et ce qui était rigolo, c'est qu'après, le club des DA, l'année d'après, on a présenté nous-mêmes un truc, mais ce projet-là, on n'a même pas présenté nous. Tu crois? Ouais, c'est Frenzy, une boîte dont on a fait l'identité et qui des fois nous représente en DA, qui a présenté ça sans même nous le dire. Ah. Et en fait, on a été invité, on l'a su quand on a été invité au dîner, et du coup, il faut être invité au dîner. Quand tu es dans la sélection, tu es invité au dîner, donc on est invité au dîner. On ne s'attendait pas à gagner, enfin le dîner c'était cool et tout. Et là il y a nos noms sur scène, et là on était hyper contents, c'était vraiment une surprise le truc. Et il y a Ariel Wiesman chaque année qui présente et qui charrie tout le monde, donc il fait toujours une remarque sur les gens.
Et du coup, tu l'as passé sur scène, c'était rigolo. Si c'était inattendu en plus. Bah ouais, Ouais. c'était complètement Ah inattendu. bon Bah, merci. Non, mais tu vois, en fait, à la base, le club DDA, ça a été monté par des publicitaires et ils commencent à s'ouvrir au design et au graphisme parce qu'ils se rendent bien compte que c'est vraiment d'actualité, quoi. De plus en plus, en fait, le graphisme commence à prendre vraiment de l'importance dans la discipline de la pub. Et si tu veux, c'est un vrai événement de publicitaire à la base. Et donc, vous connaissez pas le milieu de la publicité, mais il y a un turnover tel que dans la pub à Paris, tout le monde se connaît. Donc en gros, la réunion, enfin tu vois, la soirée du club DDA, c'est genre la soirée où tous les pubards, ils se revoient. Et ouais, salut, ça va, comment ça se passe chez Truc, chez machin, parce qu'ils sont connus dans d'autres agences, bref. Et du coup, quand ils ont des... Tu vois, c'est les publicitaires, quoi. Quand ils ont des prix, ils font un peu les blasés, tu vois. Donc, genre, ils se pointent sur scène, ils font « Ah ouais, merci, salut ». Et nous, on était là, genre, les deux petits nouveaux, on était trop contents, on avait le smile, genre, jusqu'aux oreilles. Voilà, alors que les autres étaient blazes, quoi. C'était... C'est vrai. Ouais. Voilà. Et tu parlais de la typographie, c'est-à-dire la typo, elle vient, quand vous concevez un projet, globalement, elle vient avant ou après l'illustration? Elle vient Avant. Avant C'est en quasi- premier. ouais. C'est toujours ce que je fais en Ce qui premier. donne le ton. Ouais. C'est toujours ce que je fais en premier. Après, je passe sur le visuel, je vois comment ça marche. Si ça marche pas, je vais dans d'autres pistes de typo, mais je commence toujours. Je commence quasiment tout le temps par la typo. Tout le temps. C'est pas quasiment, c'est tout le temps. Ouais. Quasiment. Et on choisit les illustrateurs aussi en fonction de ça. C'est vrai. Tu vois, genre, on a bossé l'année dernière avec Yann Keby pour les bouffes. Et bon, déjà parce qu'on adore son boulot, le mec est hyper talentueux, mais aussi parce que Jérém, il avait créé des typos qui étaient assez hyper joueuses, tu vois, il y avait un côté un peu jouet, un peu rondelette, un peu enfant, tu Il y vois. en avait une qui était ultra un peu molle et l'autre qui plaido, était très tu vois. contente. Et du coup, en jouant ensemble, ça faisait des jeux, et avec son illustration par-dessus, Ça se mariait super bien. Ouais, ça marchait bien. Souvent, c'est un peu la méthode qu'on a. Et on a rencontré le meilleur typographe français, Jean-Baptiste Levé. Je pense que le mec est super fort. Ouais, une des références, quoi. Ouais, c'est vraiment une ref, tu vois. Ouais. Et il nous a débloqué un truc en nous disant, bah ouais, en fait, vous, ce que vous faites, vous vendez pas de la typo, quoi, vous vendez le geste. Et en fait, il a trop raison, c'est ça, quoi. On vend le geste. Tu vois, le geste sur un dessin, le geste sur un graphisme, et le geste sur une typo, sur un dessin typo. On vend un style plus qu'une lisibilité, et on va pas faire 6 graisses, extra vol, machin, italique. Non, mais c'est pas notre métier, on sait pas faire, tu vois. Ça vous intéresse pas non plus? Et non. Non, en fait, vraiment, on vend un style, quoi. C'est-à-dire, les typos qui vont sortir, elles ont souvent plein d'alternates. C'est-à-dire, je sais pas, des fois, il y a une typo qui a 4 A différents, des B, des majuscules, des ligatures. Ça, ce genre de truc, j'adore faire. Mais du coup, elle a pas 3 graisses, l'italique et tout. C'est vraiment un style quasiment par typo. Pour un projet aussi. Pour un projet. Parce que créer une typo sans projet, c'est peut-être pas. Il y en a il y en a 3 que je sors sans projet. Ah oui? C'est pour ça, pour la fonderie. Et elles sont plus développées que les autres, et elles sont en bas de casse et en capital. Mais et j'avais envie de faire un truc pour la fonderie en plus, quoi. Parce que la fonderie, en fait, au début, on voulait c'était même pas une idée de faire ce truc. C'est juste qu'il y a plein de gens qui nous demandent, tu vois, sur les réseaux sociaux, est-ce qu'on peut acheter vos typos? Parce qu'on les a fait juste pour des projets. Et au début, on disait non et tout, et en fait, on nous demande vraiment souvent. Et on s'est dit, bon, vas-y, lançons le truc. Elles sont, le début est déjà fait sur Glyph, il faut juste les cleaner, il faut faire le mastering bien. Et en plus de ça, j'en ai fait 2 ou 3. Ouais. Et j'en ai fait 2 ou 3 en plus pour le lancement du truc. C'est juste que c'est hyper long en fait. Donc le travail il est hyper chronophage parce que déjà tu fais toutes les glyphes avec les langues même étrangères et tout. C'est un travail vraiment très long, faire le canning et tout. Mais en plus, tu te rends compte quand c'est masterisé, à chaque fois tu la réessayes, tu vois des erreurs. Donc tu rechanges, tu vois des erreurs tout le temps. Et ça rend fou. Ça rend fou en fait. Ça rend parano en fait. Tu dis toujours, là t'avais une erreur sur le A, tu te dis ah putain mais elle doit être sur d'autres. Tu re-regardes toutes les lettres. Et tu l'as réexporté là, et en fait c'est tout le temps. Après c'est peut-être parce que justement on n'a pas cette formation typographe, mais
les typographes à qui on en a parlé, ils nous disent souvent ça, c'est une typo, pour un typographe, elle est quasiment jamais parfaite. On nous a dit, là, c'est un leitmotiv, c'est une typo, elle est pas finie quand tu l'as finie, mais quand tu l'abandonnes. En gros, c'est ce qu'ils disent, mais je crois que c'est vrai, franchement. C'est vrai parce qu'on est en train d'expérimenter le truc. Ouais, et c'est chiant. Et qu'on va abandonner. Du coup, là, vous allez l'abandonner effectivement. Non, mais, quoi. non, mais attends. Oui, la typo, franchement, elle est presque parfaite. Mais, il reste encore genre des micro-trucs, mais que personne ne verra jamais. Mais sauf que comme c'est nous qui, enfin, Jérém en l'occurrence, qui l'avons fait, on voit. Mais je pense qu'à un moment donné, il va falloir se dire, ok, on lâche le truc, c'est bon, on peut sortir. Parce que être dans le perfectionnisme, c'est super. Mais là, on se rend compte que ça nous retient, en fait. Tu vois, de sortir la fonderie. Ouais. Mais après, il y a un truc, c'est que tu peux sortir une typo pour un client. En plus, il ne te l'a pas demandé, même si elle n'est pas parfaite. Mais là, tu vends un truc, donc faut que ça soit vraiment... faut que ça soit parfait, quoi. Ouais, après, il y aura l'occasion de faire des choses un peu plus parfaites les prochaines fois. Si c'est une fonderie, il y aura d'autres typos. Peut-être. Non. Ah oui, c'est oui. Ah ouais. Non, mais là, c'est dur, parce qu'on doit on doit finaliser et parfaire 10 typos en même temps. Les prochaines, ce sera juste une à une. Ce sera plus simple. C'est vrai. Mais... C'est vrai. Alors, les objets surprises. Alors, moi, j'ai pris le jeu de tarot. Parce que on est des joueurs, genre de ouf. Genre, les jeux de société, on adore. Quel jeu. On fait chier tous nos potes tout le temps pour jouer. On leur dit, on fait soirée jeu. Et genre, ils sont tous genre... Ouais, ok, et tout. Donc, et notre jeu préféré, c'est le tarot, parce que ça se transporte hyper facilement. Enfin, le tarot à 5. Ouais, c'est trop bien en fait. Tu peux passer une nuit entière à jouer au tarot sans jamais t'arrêter et sans te lasser. Il y a un espèce de truc, t'as toujours envie de refaire une partie. Il faut avoir une bonne bouteille de vin rouge. Ouais. Et du fromage. Ouais, et du fromage, indispensable. Mais ça, indispensable dans la vie, pas que pour le tarot, ouais. Donc voilà, on joue tout le temps. C'est un vrai truc, quoi, de notre vie. Donc ça, c'est mon objet fétiche à moi, mais c'est celui de Jérém, en fait, aussi, parce que... Voilà. Parce que de toute façon, sinon, ma première idée, c'était de vous dire, je vous prends mon objet fétiche, je prends Jérémy Schneider, mais après, je me suis dit, c'est pas un objet. Donc voilà, j'ai pris le tarot. Et ensuite, toi, ton objet fétiche, c'est la gomme mie-de-pain. Ouais. Parce que, je gomme très peu quand je dessine, et quand je gomme, c'est à ça, assez légèrement. C'est juste pour les petites teintes. Et je sais pas, du coup, je fais tout le temps des petites boules parfaites comme ça. Déstressant, c'est ça? Ouais, ça me déstresse un peu. Enfin, je suis pas trop stressé dans la vie, mais je fais comme je sais pas. Tu fais des petites boules. Je fais des petites boules. Des petites boulettes. Ouais, voilà. Combien de gommes mie-de-pain sur ce bureau? Je crois que là, il y en a qu'une ou deux. Mais par contre, il y a plein de crayons. Ouais, non, le pire, c'est les tailles-crayons. Ouais, les tailles-crayons. Ça, c'est un problème. Tout le monde se fout ça, c'est pas du tout écologique, d'ailleurs. C'est catastrophique. Ouais. Pourquoi taille-crayon, en fait, Jérémy a découvert que... Non, mais je sais pas, il a au moins 50 tailles-crayons qui sont tous les mêmes, parce qu'il y en a qu'un seul qu'il aime bien, un seul type qu'il aime bien. Et depuis qu'il a découvert qu'en fait... Il y a des crayons qui marchent qu'avec certains tailles-crayons, qui sont tous de la même marque et de la même forme. Donc du coup, ils les mettent bien dans certains coins pour les repérer, pour savoir quel taille-crayon va avec quel crayon. C'est vrai. Mais c'est comme une filiation. Non, mais en plus, c'est d'un jour à l'autre, il y en a un qui peut aller bien avec un autre, c'est très bizarre. Ça dépend de l'humidité. Ça dépend s'il est neuf ou pas, le taille-crayon, du coup de la lame. Ça dépend de l'épaisseur du crayon. Je travaille quasiment qu'avec des crayons gras. Et je sais pas, il y a les 6B qui vont mieux avec ce taille-crayon. C'est très bizarre. Des fois, moi, je me demande aussi si ça dépend pas un peu de sa psychologie du jour. Tu vois, mais... Non, pas du tout. Mais voilà. Non, évidemment, il va te dire pas du tout. Mais... Non, mais je dessine de plus en plus petit et précis. Et du coup, c'est important. Enfin, et je travaille avec des crayons de plus en plus gras pour avoir plus de contraste. Du coup, il faut que le taillage de crayon il soit parfait. Je suis un peu psychorigide de ça. C'est le seul truc pour lequel je suis psychorigide, je crois. Ouais, les mines de crayon, faut pas te les piquer dessus, ça fait très mal. C'est extrêmement taillé, c'est genre hyper pointu. Parce qu'il faut que je sois précis de près. Quoi. Oui.
Est-ce que vous auriez un petit mot de la fin? T'as un mot de la fin? Je sais pas, moi je suis un peu bisounours des fois, alors je dis j'aime bien dire que je sais pas, il faut être heureux, choisir de faire ce qu'on aime. C'est complètement bateau, mais c'est tellement vrai. Non, mais tu vois, souvent, on en parlait avec Loïs qui est en stage avec nous. Tu vois, les profs, et c'est bien, je comprends pourquoi ils font ça, mais ils disent à leurs étudiants faut que vous sachiez tout faire, faut que vous vous pliez, faut savoir se plier à une commande. Faut être un peu, tu vois, genre couteau suisse, même en termes de style. Et en fait, je trouve que quand t'es bon, faut surtout pas faire ça, en fait. Faut faire que ce que tu kiffes. Parce que c'est peut-être parce que je vieillis et j'ai l'impression de me rendre compte, mais en fait, la vie, faut kiffer, quoi. Il n'y a que ça de vrai, en fait. Enfin, c'est ce que je me dis. Donc quand ça te fait chier, tu passes à autre chose. Pareil avec les gens, quand ils te font chier, tu passes à autre chose. Voilà, faut pas se poser de questions. Et moi je vais dire vive le fromage. Ouais. On est d'accord. Voilà, c'était le mot de la fin. Super. Clap. Merci. Merci. Un immense merci à Violaine et Jérémy pour leur temps et leur accueil chaleureux dans leur studio. Merci également à vous, chers auditeurs, pour votre écoute et votre temps. Nous espérons que cette interview vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser vos avis sur iTunes ou sur SoundCloud. Nous sommes toujours à l'affût de critiques constructives afin de nous améliorer. Pour une expérience plus complète, avec notamment des images et des bonus, vous pouvez aller faire un tour sur notre page Facebook ou notre blog Medium en tapant le radiographe. Rendez-vous vendredi dans 15 jours, à 18h, pour un nouvel épisode. À très bientôt!